Bienvenue dans Immersion. Chaque année au HUG, plus de 4000 bébés viennent au monde. Le rôle des sages-femmes est alors crucial pour accompagner les familles, depuis l'arrivée à la maternité jusqu'au retour à la maison. Mais s'il y a le bonheur des naissances, le deuil doit aussi être accompagné. Notre immersion dans la maternité des HUG, un reportage signé Céline Argento. Allez, on y va, encore. Ils ont décidé de me faire un petit challenge. On avait trop peur, parce que deux prématurés. On n'accompagne pas que la vie, on accompagne la mort. On va pas trop la réveiller, la chouchounette. Et vous avez moins de douleur que tout à l'heure. Bon appétit! Ah oui, il a bien compris qu'il y avait c'était différent ce matin. Eh ouais, là je me fais beau. Maë et Maxence sont nés le 27 octobre dernier. Tu veux manger toi, hein? Les jumeaux sont venus bouleverser la vie des parents Natacha et Florian. C'est une sacrée logistique? Oui, mais en fait on s'habitue, après ça devient la routine. De donner le sein pour des jumeaux c'est trop compliqué, Je préfère que le papa il puisse aussi donner les biberons. Donc je tire mon lait qui se met dans les petits pots ici que je stocke au frigo. Et puis il y a un des bébés qui a du lait épaissi, sans renverser parce que c'est très précieux. Natacha est encore en congé maternité. Florian a repris le travail en partie depuis la maison. On voit qu'à une main on peut faire plein de choses. En faisant les choses, il faut quand même faire attention qu'eux ils nous regardent. Donc de temps en temps il faut s'arrêter pour leur montrer aussi qu'on est présent. Hop. Oui, tu veux pas que je travaille, t'as raison. Pour les parents qui voulaient plusieurs enfants, l'annonce de jumeaux a été bien accueillie. Donc quand le test de grossesse est devenu positif, c'était en un claquement de doigts qu'il était positif. Donc je me suis dit, ouh là là, il y a beaucoup d'hormones là-dedans. Donc je me doutais. Et quand la gynéco m'a dit, c'était pas tant une surprise et j'étais hyper contente. Je me disais, ben voilà, il y a une pierre deux coups. Et puis en plus, on peut penser qu'ils vont bien s'entendre, et voilà, ils auront un bon lien. C'est ensuite qu'on a eu les doutes et les craintes. Les grossesses gémellaires sont souvent plus difficiles que les classiques. Natacha a dû être suivie durant plusieurs semaines au HUG. Bonsoir. Nous l'avions rencontrée le 26 octobre. Ça va? Comment ça s'est passé la journée? Elle avait alors des contractions et perdait du sang. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait une écho. Vous êtes inquiète là? Relativement. Ok. Et avant de libérer monsieur, j'aimerais juste un peu savoir le plan de la soirée. On va faire le tour de tout ça, d'accord? On va regarder. La médecin est déjà venue vous voir tout à l'heure, non? Faire l'écho en urgence, mais elle a pas... Ah, tout à l'heure, à 18h. Ouais. Là, il n'y a pas un médecin qui est repassé? Non. Personne. Ok. Bah, on va faire le tour tranquille et puis moi, je vais après aller les voir. On va regarder. Il y a un peu d'appréhension quand même. Parce qu'on les rencontre, on ne sait pas trop dans quel état ils vont être. On est content, mais voilà, c'est quand même assez tôt. Donc il y a un peu des sentiments mitigés, mais on est vers la fin. Et puis on va écouter vos bébés aussi. Voilà. Mélanie Cartal a suivi Natacha déjà pendant plusieurs semaines dans ce service, celui du prénatal. Hop. Alors normalement, le premier, j'ai noté quoi? En bas à gauche. Hein. Il est... Voilà. Hop. Donc on n'entend pas tout de suite. Il faut juste que... Ça se trouve, ils ont Hop, je me permets un petit peu. Alors, attendez, je vais quand même essayer de l'autre côté parce que je n'entends pas très bien là. Hop là, vous voyez, c'est encore retourné du coup. C'est retourné. Ça, c'est le 1. Écouter les jumeaux, c'est un peu la mission un peu difficile. Il faut avoir l'un, il faut avoir l'autre, puis surtout, il faut être sûr de ne pas écouter deux fois le même, en fait, en écho. Donc là, en l'occurrence, j'étais pas du tout inquiète pour cette patiente, mais c'est vrai que des fois, oui, des fois, on craint, surtout dans mon service, on a aussi toutes les menaces de fausses couches tardives. Ça arrive parfois d'y aller, on se dit, oh, j'espère que je vais l'entendre, quoi. Et c'est vrai que parfois, ça fait monter quand même d'un cran le stress. Voilà, je vais passer au deuxième.
Ils ont décidé de me faire un petit challenge ce soir. Les baby-choux, voilà. Parfait, on a les deux. La patiente et la sage-femme ont noué une relation amicale. Moi, je l'aime bien parce qu'on se connaît depuis longtemps. Dans le sens où elle m'a suivie pendant 1 mois ici et puis elle arrive à nous rassurer. Elle est disponible. Puis on rigole bien des fois. Franchement, vous allez me manquer. Quand vous aurez accouché, vous allez me manquer. Du coup, dans le service où je travaille, dans les hospitalisations prénatales qui durent parfois longtemps, les femmes ont aussi besoin de parler d'autre chose que juste de leur bébé, de leur situation, de leur grossesse, de leur pathologie, puisqu'elles sont chez nous quand il y a quelque chose qui va pas forcément très bien. On échange de nos expériences de maman aussi. Enfin voilà, on parle de choses et d'autres et on essaye aussi de leur changer un petit peu les idées parce que ça fait du bien quand les hospitalisations sont longues. si c'est des contractions qui vous font mal, vous vous mettez en travail, bah là on va avancer la césarienne parce que au vu de la position de vos bébés, on ne peut pas faire un accouchement par voie basse, d'accord? On ne veut pas le tenter en plus avec votre deuxième loulou qui est pas très gros, pas très grand. À quelques jours près, il faut toujours mesurer voilà, le risque et le bénéfice. Donc ça c'est vraiment les médecins qui font ça et puis souvent c'est même pas un seul médecin qui prend la décision, c'est plusieurs ensemble parce que trancher, c'est un peu... Voilà, là, il n'y a pas de risque. S'il y avait un risque vital, la question ne se poserait pas. Le lendemain en fait, de votre venue, j'ai commencé à avoir des contractions le soir. Et comme j'avais saigné, il y avait le petit qui avait le retard de croissance, plus des contractions, plus il fallait une césarienne, plus c'était des jumeaux, ils se sont dit on ne va pas attendre la nuit que vous vous mettiez en travail pour faire une césarienne en urgence, on va anticiper le truc. Ils ont dit bah voilà, on vous accouche ce soir. Un accouchement à 33 semaines au lieu de 40 pour une grossesse à terme. Nous n'étions pas présents pour le jour J, Natacha devant accoucher bien plus tard. Pour les parents, ce jour reste un souvenir de bonheur, mais aussi d'angoisse. On avait trop peur, hein, parce que 2 prématurés, un petit qui a un retard de croissance, qui était estimé à 1,5 kg. On avait très peur. Ouais. Et le stress, c'était que ben voilà, le premier qui était le meilleur en forme, il sort, il ne fasse pas de bruit, il ne crie pas. Et là, les deux, on s'est regardés, on s'est dit bah, qu'est-ce qui nous attend pour le deuxième, sachant que le deuxième était plus fragile. J'ai pu voir Maë, ils ont amené la couveuse en salle de réveil. Mais Maxence, je n'ai pas pu le voir jusqu'au lendemain. Du coup, j'avais énormément de peine à réaliser. Il me montrait des photos, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais c'est mon fils, t'es sûr? Il me disait qu'il allait bien, je n'arrivais pas à le croire, parce que je ne l'avais pas vu. Enfin, c'était très perturbant. Dès qu'ils sont nés, elle est passée à s'inquiéter pour eux et plus pour elle. Donc ouais, il y a eu vraiment un déclic tout de suite. Maxence et Maë resteront plusieurs semaines à l'hôpital avant leur arrivée à la maison le 1er décembre, plus d'1 mois après leur naissance. Au HUG, les soignants de la maternité sont prêts pour accueillir les nouveaux bébés 24 heures sur 24. Elle devait l'examiner maintenant et se disait qu'elle était certainement incomplète. J1 estimé à 1,8 kg, J2 estimé à 2,3 kg. Un col qui était milieu sacré, encore ferme, 2 cm de long, un doigt. De nombreux accouchements ont lieu la nuit. Quel est le poids des précédents bébés? Ce soir-là, c'est Béatrice Serra qui est référente. Elle ne suit aucune patiente, mais elle est présente pour tous les accouchements. 1, 2, 3, 4. Je pense, de ce qui reste là, il y en a 6 qui vont accoucher. Et puis après, bah, surprise. C'est beaucoup? C'est une bonne moyenne. On a à peu près une douzaine d'accouchements sur 24 heures, mais répartis parfois plus, ça dépend. En fait, si on démarre les provocations de la journée, on accouche plus la nuit et vice-versa. Entre les équipes, le passage de relais se fait à 19 h. On prend en quelques minutes un peu la vision de ce qui va plus ou moins se passer au départ, hein, parce qu'après ça peut très vite changer en salle d'accouchement. Hein. C'est vraiment un moment clé en fait de notre métier. Tout bien. Et on souffle. Une des futures mamans s'appelle Anna. Elle donnera naissance à son 3e enfant.
C'est une petite fille ou un petit garçon? Une fille. Voilà. Elle est suivie durant le travail par Alicia Darras, sage-femme depuis une année au HUG. Et on soulève. La patiente doit se faire poser la péridurale. Elle doit être assise et bouger le moins possible. Alors revenez un tout petit peu en arrière et puis c'est juste arrondir le dos comme une crevette ou un petit chat. Et puis vous laissez tomber les épaules. Voilà. La pose de la péridurale, on sait que c'est un moment où il va falloir être là pour la cadrer, pour essayer de respirer avec elle et vraiment la soutenir parce que c'est un moment qui est très très difficile. Et c'est là qu'on se rend compte que la force de la femme est juste incroyable, c'est qu'elles arrivent, malgré toutes les douleurs, à se concentrer sur juste une chose, c'est genre mettre cette péridurale. Nous, au milieu de tout ça, on essaye de manager un peu tout le monde parce qu'on ne sait jamais comment le papa peut réagir. Souvent, on essaie de poser un peu la question, où les papas nous le disent d'emblée, j'aime pas les aiguilles, tout ça. Donc, on essaie de trouver des positions dans l'espace, en tout cas, de la chambre, pour que tout le monde soit confortable. Elle bouge. Je la sens même sous maman. Elle vous fait comprendre qu'elle a bientôt hâte. On arrive à très vite, en tout cas pour la plupart des femmes, je trouve, à créer un lien très fort. Les conjoints sont encouragés à épauler les futures mamans, mais ce n'est pas toujours évident. On leur montre comment masser leur femme, parce que souvent, il y a des gens qui sont plus tactiles que d'autres aussi, donc on ne peut pas les obliger non plus. Donc on propose, on essaye. Il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres. Les papas, en tout cas, on essaye de toujours les avoir à l'œil et puis de voir un petit peu, de les inclure au mieux. Je pense qu'il y a trop peu de gens qui se préparent vraiment à l'accouchement et à la naissance. Les cours de préparation à la naissance, je pense que il y a pas la majorité des gens qui assistent et c'est un petit peu dommage parce que du coup ils n'ont pas les outils et puis peut-être dans notre façon de préparer on pourrait peut-être changer des choses pour les préparer un petit peu plus à ça parce que la péridurale peut pas être mise n'importe quand et du coup il y a forcément un petit moment où c'est un peu critique. Contraction. Soufflez bien, c'est super ce que vous faites. Soufflez. Lâchez tout, je sais que c'est dur. Ça avait été posé ici, la péridurale? Oui. Ouais. Okay. Mais du fait d'une scoliose, l'anesthésiste rencontre des difficultés. Il doit faire appel à son responsable. Là, l'idée, c'est d'avancer le cathéter à l'intérieur des espaces, puis jusqu'à trouver celui qu'on veut. Nous laissons Anna et montons d'un étage au secteur du postpartum. Les nourrissons sont auprès de leur maman après l'accouchement. Un bébé né quelques heures auparavant doit être envoyé en urgence au service néonatologie à cause d'une jaunisse. Lié à une incompatibilité de groupe et de résus entre la mère et le bébé. Donc elle doit avoir un traitement de photothérapie nettement plus poussé qui sera fait en néonate avec les infirmières de néonatologie. Nous on traite la photothérapie simple, mais dès que ça dépasse certaines limites, on est obligé de transférer les bébés en néonatologie. Ce sont des lampes bleues. Quand on va rentrer, on va voir c'est tout bleu dans la pièce. Oh princesse, ouais, tu vas changer de suite. J'espère que on va pas trop la réveiller, la chouchounette. C'est une petite crevette, comme on dit chez nous. Voilà. Là, on la met, elle est un peu au frais, mais après... Oh bah oui, je comprends. Ouais, je comprends. Ouais, t'as raison. C'était à la plage, c'était pas mal. Ouais, regarde, chouchou. Vous prendrez un petit t-shirt ou quelque chose que vous avez avec vous, si jamais elle est un peu agitée, quelle est votre odeur et tout ça. Ouais. Allez, chouchounette. Ouais. Reprenons rapidement le chemin des salles d'accouchement. Allez. Encore, lâchez rien. On s'arrête pas. Le bébé d'Anna est en train d'arriver. Allez, encore. Gardez l'air dans la bouche. Allez, on y va, encore. La sage-femme, elle est compétente pour aller jusqu'au bout d'un accouchement physiologique, c'est-à-dire un accouchement qui se passe tout bien, la femme accouche spontanément. Dans un cadre comme ça, on n'a pas besoin du médecin. Par contre, il y a des situations où on doit faire ce qu'on appelle un accouchement instrumenté, avec une ventouse ou un forceps. Et là, c'est le médecin qui effectue ce geste. Évidemment que si on doit partir en césarienne, c'est 2 médecins qui font la césarienne.
Nous ne sommes pas autorisés à faire des images de l'accouchement, mais nous pouvons prendre le son. Faites confiance à votre corps. Ok, vous l'avez fait. Vous l'avez déjà fait. On va le faire ensemble, d'accord? La prochaine contraction, on le fait ensemble. Je sais, c'est bientôt fini. Allez Anna, on y va, on y va, on y va, on y va, encore. Oui, là où ça fait mal. Allez, encore. Ouais, super. On accompagne la douleur de l'accouchement, mais cette douleur, c'est un mal joli. Vraiment. Alors, on est là pour aller dans le sens de ce que les femmes veulent, mais c'est pas une mauvaise douleur, en fait. On la positive, cette douleur, parce qu'elle l'amène à leur enfant, en fait. Dans un accouchement où tout se passe bien, où le bébé va bien, évidemment. La prochaine, votre bébé, elle est là. Courage. Allez, on y va, encore. Está fuera, cojones, está fuera. Mira cómo grita. Mira cómo grita, cojones. Mira cómo grita. Bravo. C'est un travail d'équipe, je pense, hein, mais voilà, c'est très chouette, vraiment. La petite Elena a fait son entrée dans notre monde. Anna et sa fille rejoindront dans quelques heures le service du postpartum. C'est bon? La nuit, les sages-femmes y sont très sollicitées. Elles sont appelées avec des sonnettes d'urgence. C'est les femmes qui appellent. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être mon bébé vient d'éternuer. Super, très bien, bravo. Comme je me sens pas bien, je vais tomber dans les pommes, j'ai perdu du sang, j'arrive pas à allaiter, j'ai besoin d'un thermos de fenouil. Une patiente a des douleurs à la poitrine. Je suis en train de faire des compresses d'argile pour les seins tendus d'une patiente qui est en montée de lait, et du coup ça soulage bien la poitrine. Je trouve que la nuit c'est vraiment un moment crucial pour elles sont toutes seules. Il n'y a plus leur conjoint, il n'y a plus la famille, donc il n'y a plus que nous. Est-ce que ça va du coup? Oui. La poitrine, vous avez réussi à exprimer un petit peu le lait? Un petit peu, donc j'ai resserré, je lui ai redonné à manger. Ouais. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un sein qui est quand même plus souple. Plus souple que l'autre. Ok. Comme elle s'est endormie. Magnifique. Et vous avez moins de douleur que tout à l'heure? Moins de douleur aussi que tout à l'heure. Il y a juste mal à la tête. Ça me fait mal à l'utérus. Ouais. Okay. Et l'ocytocine, c'est la même hormone qui donnait les contractions avant l'accouchement. Et donc du coup, cette ocytocine, elle vous fait aussi contracter l'utérus pendant l'allaitement. Et tout ça, c'est pour que l'utérus revienne à sa place gentiment, puis que vous ne saignez pas trop. Non. Ça dure maximum 48, 72 heures comme ça. Puis après, ça va mieux. C'est mon deuxième accouchement, donc voilà, il y avait quelques appréhensions par rapport au premier qui s'est aussi déroulé ici. Les choses ont été différentes. Et voilà, je suis bien, mais je me réjouis quand même de rentrer à la maison. Les sages-femmes encouragent les mamans à se confier sur leurs sentiments et ressentis. Beaucoup de progrès ont été faits à ce sujet. Béatrice Serra, sage-femme au HUG depuis 27 ans, a vu les mentalités évoluer. Ça a été pendant toutes mes années de carrière, j'ai vraiment mis un point d'honneur à dire aux femmes que si ça n'allait pas, il fallait le dire. Il ne fallait pas avoir honte, qu'on n'est pas obligé d'être hyper heureuse parce qu'on a un enfant. Et encore plus depuis que moi, je suis devenue maman. Et maintenant, on n'a plus peur de dire je suis en postpartum, mais je ne suis pas tellement heureuse en fait. Et ça, c'est hyper important de le faire. Parce que c'est comme ça qu'on peut être aidé. Si on cache tout, va arriver un moment où ça va être le trop plein, quoi. Il y a l'après-bébé, parfois difficile, mais aussi des grossesses qui ne se passent pas comme prévu. Le deuil fait partie du travail des sages-femmes. Au service prénatal se côtoient futures mamans et femmes ayant vécu un deuil périnatal, comme indiqué sur les portes avec des papillons. Mélanie Cartal rend visite à une patiente qui a fait une interruption de grossesse tardive. Il y a des choses que vous avez envie de me dire, je suis là pour vous écouter, il n'y a pas de problème. Okay. Vous avez pu prendre un petit peu
Vous avez pu regarder ça ou pas? Oui, j'ai regardé tout et puis du coup j'ai choisi... Petite boîte? Ah super. Vous voulez revoir votre fille un petit moment ou... Je verrai en fait. Pas ce soir. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis je sais pas si vous êtes seul, si vous vous sentez seul, vous avez envie de discuter, vous m'appelez. Au HUG, chaque année, 140 bébés ne vivront pas suite à une interruption de grossesse, une malformation ou un décès in utero. Maintenant, on sait que de faire comme si de rien n'était, comme si ça n'avait pas existé, comme on faisait il y a plusieurs années où on ne montrait pas l'enfant aux dames, etc. Voilà, on sait que ce n'est pas des choses qui aident le psychisme pour le futur. Donc on leur propose beaucoup de choses. On leur propose de voir leur bébé, de le toucher, de choisir des habits, des petits couffins dans lesquels on les installe. Béatrice Serra a été fortement marquée par son tout premier cas de bébé mort in utero. Dans ces cas-là, l'accouchement doit avoir lieu malgré tout. Pour être totalement honnête, je les ai un peu fuis pendant mes études. Ça me faisait très très peur, en fait, cette confrontation à la mort. Et la première fois que j'ai pris ça, j'avais à peu près 2 ans de carrière. Et j'ai dit, maintenant, il faut que je me lance, il faut que j'avance, en fait. Et donc, je me suis occupée d'une maman qui a perdu son bébé à 32 semaines de grossesse. Et je l'ai suivie pendant 3 nuits. Et ça a été vraiment, je pense, un des moments les plus intenses que j'ai vécu dans ma carrière, quoi. Les mamans, des fois, demandent, je veux en finir au plus vite, je veux une césarienne. Et on sait que psychologiquement, ce moment, il est très important. Et que la rencontre avec ce bébé est très importante. Et après, une voix basse, c'est beaucoup plus facile. Mais nous, on les encourage et on les accompagne dans un processus d'accouchement comme n'importe quelle autre maman. Donc avec toutes les heures que ça implique, hein, parce qu'il y a toute la partie provocation qui peut prendre 18 heures, 24 heures, 36 heures, voilà, jusqu'à l'accouchement. Ouais. Heureusement, les deuils sont peu nombreux au regard des naissances. Béatrice Serra se souvient du tout premier bébé qu'elle a fait naître, tout comme toutes les sages-femmes rencontrées. Ah oui, je me souviens même du nom de sa maman. C'est, je sais pas, une explosion de satisfaction, d'émotion. Et c'est quelque chose que je ressens encore aujourd'hui, hein, après 27 ans. C'est vraiment... chaque accouchement est particulier, chaque accouchement est différent. C'est beaucoup d'émotions mélangées. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Ouais, c'est un mix d'émotions énorme. Souvent, les dames reviennent dans le service nous présenter leur bébé une fois qu'ils sont sortis de néonat et tout ça, et c'est vraiment chouette. Là, on se dit, bon, bah voilà, c'est pour ça que je fais ce métier, quoi. Là, il n'y a pas besoin. Natacha et Florian sont repassés dans les services avant de quitter la maternité avec leur bébé. Un petit coucou important pour les parents. Ils étaient tout contents et oui, bah, franchement, on a des... Bon, on les voit plus, mais enfin, en tout cas pour moi, toute cette équipe, elle a compté, quoi. Ils sont trop choux. Ils sont beaux. Ouais, ça c'est vrai. Elle ne voulait pas d'enfants moches. Maë et Maxence sont 2 des plus de 3900 bébés qui sont nés en 2023 au HUG.